Bonjour à tous, je m'appelle Cara et suis accompagnée d'Epsi. Salut! Très brièvement, Epsi et Cara sont les noms que nous utilisons sur Internet et sur notre blog qui parle du TDI et de la pluralité. Il y a un peu plus de 2 ans, lassés de ne pas trouver d'informations en français à ce sujet, nous avons décidé de nous lancer et de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Depuis fin 2020, on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle nous incarnons ces magnifiques personnages. Montrer nos visages était stressant pour nous et c'est la solution que nous avons trouvée pour gérer ça. Depuis février, on est hyper contente d'avoir rejoint l'équipe de bénévoles de TPA, avec comme objectif traduire leur contenu et rendre accessible leur service aux francophones. Je suis très heureuse de pouvoir vous parler d'un bout de notre histoire aujourd'hui. Je me permets simplement de rappeler que tous les systèmes sont différents et logiquement toutes les relations aussi. On est persuadé qu'il y a une multitude de possibilités de vivre les couples en tant que plural. Notre vécu n'a en rien universel ou meilleur. On pense plutôt que le chemin qu'on a parcouru et les trucs qu'on a appris au fur et à mesure des années peuvent être racontés. Si vous nous connaissez, vous savez qu'on a plutôt tendance à rester évasif sur nos vies et expériences, et c'est réellement une première pour nous. C'est un peu stressant d'ailleurs. Dans cette vidéo, on va uniquement aborder les relations à l'extérieur du système, et plus précisément les relations de couple, mais j'aimerais quand même faire une brève introduction sur tous les types de relations. Avant ça, voici les trigger warnings pour cette vidéo. Il y aura également un passage sur la sexualité. Il sera balisé avec un minutage pour que vous puissiez passer ce passage si vous le désirez, mais j'y reviens avec précision quand nous y serons. C'est parti, les relations intrasystèmes. À l'intérieur du système, les alters entre eux peuvent avoir tout type de relations, comme pour n'importe quel groupe de personnes en fait. Et elles peuvent ne pas se connaître de loin, s'apprécier ou pas, être amis, être de la même famille, être en couple, et ainsi de suite. Et bien sûr, les alters peuvent avoir tout type de relations avec des personnes extérieures au système également. Comme pour tout, ça dépend vraiment de chaque système et surtout de chaque alter. Si on prend l'exemple des amis, il y a des systèmes où chaque alter a ses propres amis et d'autres où les alters ont tous relativement le même groupe d'amis mais avec des affinités différentes par exemple. Il y a des alters qui peuvent adorer certaines personnes alors que d'autres alters les détestent ou ne les connaissent même pas. Et ainsi de suite. Mis à part les alters qui ne veulent aucun contact ou qui ne frontent jamais et ne font pas de co-conscience, toutes les dynamiques de relations sont possibles entre le système et les personnes extérieures. Bon, et pour les couples alors? Parce que bon, c'est un peu le sujet de cette vidéo. Bah c'est pareil. Il est possible qu'un système entier, ou presque évidemment, soit en couple avec une personne, ou plusieurs personnes, ou tous les alters d'un autre système, ou que seulement un ou plusieurs alters le soient. Et ça n'empêche évidemment pas les relations intrasystèmes. Tout est possible. Comme pour toutes les relations, qu'elles soient amicales ou de couple, de trouble, multiples ou tout ce que vous voulez, on pense qu'il peut être cool de réfléchir à certaines questions à se poser avant d'entamer une relation, quelle qu'elle soit, et avec quelques spécificités en plus quand on est un système. Voici une liste d'exemples de ces quelques questions utiles. Il n'y a évidemment aucune réponse universelle à donner, mais on vous dépose ça ici en vrac pour ouvrir une réflexion. Pour les relations en général et amicales, est-ce qu'on parle de notre pluralité? Est-ce que quelqu'un a un veto à mettre pour quelque chose? Qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un déteste vraiment la personne? Est-ce que s'il y a une engueulade avec une partie du système, on continue la relation avec la personne ou pas? Est-ce qu'on est d'accord que la personne pose des questions sur nous? Demande qui fronte? Ou est-ce qu'on préfère le dire nous-mêmes ou ne pas le dire du tout? Est-ce qu'on veut qu'elle nous traite de façon indépendante? Ou est-ce qu'on préfère être considéré comme un tout? Quant au couple, bah, c'est un peu le même genre de questionnement évidemment, avec quelques notions spécifiques en plus, comme est-ce qu'on doit tous choisir la même personne? Est-ce qu'on est ok avec le fait que seulement un alter soit en couple avec quelqu'un et pas les autres? Est-ce que chaque alter peut avoir un ou une partenaire? Qu'est-ce qu'on est autorisé à faire avec le corps? Qu'en est-il de la mémoire et du partage des infos? Qu'est-ce qu'on fait en cas de switch? Qui a le droit d'intervenir dans la relation d'un autre alter et pourquoi? Puis, on fait quoi quand on est blurry? Dans tous les cas, n'oubliez pas que toutes ces questions peuvent être rediscutées et changées à tout moment. Alors évidemment, je vous le donne en mille, c'est des questions qu'on ne s'est pas posées nous au début de notre relation. Parce qu'on n'avait pas les connaissances et le recul qu'on a aujourd'hui, et c'est en ça qu'on trouve que notre histoire est intéressante en soi. On pense qu'on est passé par plein d'étapes pas toujours fun qu'on aurait pu éviter si on avait eu plus d'infos. Et c'est ça le but de cette vidéo. En apprenant qu'on est en couple depuis plusieurs années et qu'on a l'air si bien ensemble, et c'est vrai, les gens ont tendance à être surpris ou émerveillés. Il en ressort généralement un espèce de sentiment d'admiration,
Mais c'est pas exactement la vérité. C'est une partie de la vérité, ou en tout cas c'est une vérité pour une partie de nos systèmes respectifs. Mais la vie est généralement bien plus compliquée que la vérité d'une partie de système. Pour vous en dire un peu plus sur nous, nous sommes deux systèmes traumagéniques, officiellement TDI, mais on aime se définir comme plurals, parce qu'on n'est pas souvent d'accord avec la façon dont la psychiatrie définit la multiplicité et les alters, surtout en Europe. Dans cette vidéo, on va essayer de parler en je pour parler respectivement et en nous pour parler de nous ensemble. Juste pour que ce soit plus clair pour vous, enfin on va faire au mieux quoi. Et juste pour info, la francophonie par exemple est très en retard par rapport aux connaissances apportées par les anglophones au sujet de la pluralité. Le TDI et la TDS commencent seulement à être très légèrement connus et sont considérés comme la seule forme de multiplicité qui puisse exister. On a vraiment du retard mais on essaye avec notre blog de faire évoluer tout doucement les choses. C'est aussi pour ça qu'on dit alter et pas spécialement headmate, parce qu'alter est le mot majoritairement utilisé par les systèmes de toute origine, et que sans ce mot, les gens ne savent vraiment plus de quoi on parle. Et puis parce qu'headmate n'a pas vraiment de traduction facile en français, même si on utilise beaucoup de termes anglais, mais bon bref, revenons au sujet. Sur ces 7 dernières années, d'un point de vue collectif, de nos corps quoi, nous avons été ensemble, nous avons aussi été avec d'autres personnes, nous nous sommes séparés, nous avons vécu plusieurs fois dans la même maison, et puis plus. On a glissé dans le tourbillon de la vie pour finalement stabiliser tout ça au printemps 2018. Je crois. C'est un autre problème majeur, la temporalité, mais j'y viens. On a beaucoup réfléchi à comment raconter ce qu'on voulait, à ce qu'on devait dire ou pas, ce qui était trop personnel ou pas, si c'était trop chiant pour vous ou pas. On n'a pas vraiment trouvé la réponse à cette question, on espère que ça va être cool. Mais comme dans beaucoup d'histoires, c'est le contexte qui est important et donc c'est ce qu'on a choisi de faire, illustrer nos propos par des faits vécus. Retour vers le passé. Tout commence en 2014. Cara et moi avons respectivement 21 et 23 ans. L'année a son importance parce que les connaissances que nous avions, les infos qu'on trouvait en ligne sur les troubles dissociatifs et la pluralité et notre niveau de déconstruction étaient bien loin de ce qu'ils sont aujourd'hui. Pour situer, je n'avais pas du tout conscience que j'avais un TDI. Même si j'avais conscience d'une alter, je ne la nommais pas comme ça. C'était une autre quelque chose qui ressemble à une personne dans ma tête, sans plus de nom, même si je l'appelais A, sans plus d'explications, sans conscience de son origine, aucune conscience des autres alters, et Cara, elle se pensait singlet. Alors là, je dois avouer que pour pouvoir écrire cette vidéo, il a fallu qu'on se souvienne de notre propre ligne du temps, et avec l'amnésie respective qu'on a, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, en 2021, on se souvient à peine vaguement des étapes de notre relation, de ce qu'il s'est passé, quand, comment, pourquoi, mais la chance qu'on a, c'est qu'on a 4 ans d'échanges de mails pour pouvoir situer à peu près. Mais ce sont des échanges de mails épistolaires sans contexte, donc malgré tout, c'est pas évident de savoir ce qui s'est vraiment passé. Alors pour vous éviter ce problème, voici un premier truc qu'on a un peu mieux mis en place depuis. Si vous avez des problèmes de mémoire, essayez de garder une trace des événements de votre vie, y compris des trucs importants de votre ou vos relations de couple. Une petite anecdote concernant nos problèmes de mémoire dans notre couple. Souvent les singlets et les valides sont offusqués qu'on ne fête pas d'anniversaire de rencontre et pensent qu'on devrait s'en vouloir mutuellement, que l'autre ait oublié. Mais déjà, on ne sait même pas quelle période on devrait compter parce que tous nos alters n'ont pas relationné ensemble au même moment, et ensuite on se souvient plus des dates. Et surtout, c'est vraiment le cadet de nos soucis au vu de tout ce qu'on a oublié. Bref, si vous pouvez, ne faites pas comme nous et gardez une trace et ne partez pas du principe singlet centré que ça ne s'oublie pas ces choses-là, parce que si, potentiellement tout s'oublie. Encore aujourd'hui, on est les premières à avoir conscience qu'on a des problèmes de mémoire et pourtant à dire « pas besoin de noter, je m'en souviendrai ». Ben non. Et c'est ok, ça fait partie du truc en fait, et on pense vraiment que les difficultés à prendre des notes viennent de 2 raisons principales, même s'il y en a d'autres. La première, c'est la difficulté à admettre et à accepter qu'on ne peut pas tout retenir, surtout quand on a l'habitude de masquer pour passer pour une personne singlet sans problème, et en particulier quand c'est un mécanisme qui se déclenche très vite inconsciemment. Et la deuxième, c'est que c'est pas naturel et spontané pour tout le monde, donc ça peut demander des ressources et des adaptations. Dans les 2 cas, il faut se dire qu'essayer de tout retenir quand on a des problèmes de mémoire particulièrement, c'est utiliser des ressources qu'on pourrait laisser pour autre chose, comme prendre des notes. En résumé, ça pompe une partie de notre énergie de se souvenir, ça laisse une lumière allumée dans notre cerveau, et plus on essaye de ne pas oublier des choses, plus on allume des lampes, et tout ça, ça fatigue, tout simplement. Garder une trace permet de retrouver l'information si on en a besoin, évidemment, et permet aussi souvent de garder une petite trace du souvenir pour mieux structurer sa mémoire et s'en rappeler plus tard. C'est pour ça aussi qu'on essaie de dire garder une trace plutôt que prendre des notes.
Parce que ça peut être fait d'une multitude de façons, en écrivant, dans un carnet, sur un smartphone dans Simply Plural, en dessinant, en enregistrant des vocaux, en se filmant, en parlant à une autre personne, etc. En résumé, essayez de vous adapter à vos besoins et pas à ce que la norme de la société demande. Et prenez des idées chez les autres systèmes sans culpabiliser si vous n'y arrivez pas de la même façon. C'est ok, c'est votre bien-être et vos besoins qui comptent. Puis comme le cerveau a cette grande capacité à retenir plus facilement le négatif que le positif, ce qui est triste, essayez de garder une trace de l'un comme de l'autre, tout ce qui vous semble important et tout ce qui vous semble cool. Nous, on utilise un code couleur pour savoir directement si la note qu'on a faite concerne quelque chose de négatif ou d'encourageant. Bref, gardez une trace, gardez des dates et gardez des trucs positifs sous le coude, y compris pour vos relations. Oh, et pour info, concernant notre ou nos dates d'anniversaire, on a réglé ce problème en choisissant nous-mêmes une date qui nous plaît. Une date à laquelle on s'offre un truc parce qu'au fond, c'est juste une excuse pour avoir des cadeaux. Et ça nous convient très bien, faites ce qui vous convient. Donc, en 2014, nous nous connaissons déjà de loin depuis quelques années, mais on se rapproche vraiment à ce moment-là. Et c'est parce qu'on s'entend directement très bien et que je lui fais confiance que j'ai décidé de lui parler de la seule altère que je connais et avec qui je ne m'entends pas très bien à ce moment-là. J'avais parlé à quelques rares personnes de cette altère, que je ne nommais pas comme ça évidemment à ce moment-là, et Cara est la seule personne à y avoir vraiment bien réagi. J'avoue ne plus vraiment me souvenir de ma réaction. Et c'était en direct, donc pas de mail pour m'en rappeler. Je sais avoir dit développe et oui, et elle a pas un nom parce que ça me met un peu mal à l'aise de pas savoir comment l'appeler. Intuitivement, je ne me suis jamais montrée hostile envers A, ni envers la multiplicité des psys. Bon, j'ai certainement dit une multitude de trucs à côté de la plaque, voire psychophobe, parce que j'avais pas les connaissances ni les mots. Mais j'ai toujours cherché à comprendre, et je pense que ça a été important dans l'évolution de nos relations. Je sais qu'Epsi m'avait parlé de A comme étant une autre personne, et je l'ai directement considéré comme ça, sans même me poser la question. Aujourd'hui, je demanderais si c'est ok de poser autant de questions avant de les poser. Mais je sais que j'ai toujours été bienveillante, même quand j'ai pu être maladroite. Je pense que c'est pour ça qu'autant A que le reste du système des psys m'ont assez facilement fait confiance. Et elles m'ont souvent dit que j'avais été la première personne à réagir comme ça, et que, avec les autres, ça n'avait jamais été aussi facile. Je ne sais pas si c'est parce que je suis moi-même un système, ou si c'est parce que j'ai toujours essayé d'être bienveillante, c'est sûrement un peu des deux. Mais je pense qu'elles m'ont fait confiance parce que je les ai toujours respectées. Et aussi, la confiance qui a pu être mise en moi a aidé un peu à ce qu'elles prennent confiance ensemble, entre elles. Parce que j'ai parfois servi d'intermédiaire pour mieux expliquer d'un côté ce qui se passait de l'autre et inversement. Parce que je ne jugeais personne et j'essayais toujours de les amener à s'entendre et à se respecter dans leurs propres besoins. Bref, rester à l'écoute et s'adapter le plus possible, c'est je pense le deuxième point important à souligner dans notre relation. Et pour celui-là, on a plutôt bien géré. Le conseil qu'on peut donner, si ça peut vous aider, c'est adaptez-vous aux demandes du système, que vous soyez singlet ou un autre système, et communiquez. Parler ensemble de comment agir, de comment parler aux autres altères, de comment elles s'appellent, de comment les genrer, de ce qui les met à l'aise ou pas. Par exemple, certains systèmes détestent être genrés au pluriel et d'autres trouvent ça plus confortable. Certains altères apprécient qu'on remarque les switches et qu'on s'y adapte. D'autres sont plutôt mal à l'aise et préfèrent qu'on fasse comme si on ne les avait pas remarqués. Demandez ce que le système et les altères préfèrent. Et en tant que système, parlez de comment vous avez envie d'exprimer les switches ou pas, de si vous êtes ok de répondre à des questions, dites non ou exprimez que vous avez du mal à dire non si vous en avez besoin. Prenez le temps d'y réfléchir ensemble et avec l'autre, et aussi n'ayez pas peur de changer d'avis. Et n'oubliez pas que tous les altères peuvent avoir un avis sur la question. C'est ok de choisir ce qui est le plus confortable pour chacun et chacune. C'est ok d'avoir des difficultés pour dire qui est là, c'est ok de ne pas supporter d'être appelé par le prénom du corps ou de vouloir que ce soit le cas parce que c'est rassurant, tout est ok. Et c'est pour ça qu'il faut en discuter afin de se sentir le mieux possible. Et vu qu'un système n'est pas l'autre, si vous êtes vous-même un système, ça ne veut pas spécialement dire que vous aurez les mêmes envies et besoins, donc c'est tout aussi important d'en parler. Parfois, ça peut paraître un peu frustrant, qu'on soit un système ou un singlet d'ailleurs, mais il faut s'adapter au rythme du système et des altères en face, parce que sinon ça crée des tensions, des insécurités, des jalousies, de la culpabilité, et toutes ces choses qu'il vaut mieux éviter dans toute relation, et surtout dans une relation de couple, qui en principe doit vraiment être une relation de confiance. Et en parlant de la communication, c'est vraiment selon nous un point essentiel de n'importe quelle relation, et en particulier quand on est un système. C'est important de communiquer avec les personnes extérieures, mais c'est aussi important de communiquer avec les personnes qui sont à l'intérieur de son propre système. Et ça, c'est un truc qu'on a vraiment mis du temps à développer, autant dans le système de Cara que dans le mien.
Bon, évidemment, Yel n'avait pas conscience qu'elles étaient plusieurs, alors ça aurait été difficile de faire autrement. Mais de mon côté, j'avais conscience de A, et pourtant, on communiquait vraiment mal ensemble, et puis je n'avais pas conscience des autres, alors c'était compliqué. Pendant cette période entre 2014 et 2018, on s'est plusieurs fois rapprochés et séparés sans vraiment comprendre pourquoi, sans vraiment de raison, sans s'expliquer même à nous-mêmes ce qu'il se passait. Et c'est depuis qu'on a compris qu'en fait, plusieurs alters avaient pris part à ça sans en avoir conscience. Il y avait des alters qui avaient très envie qu'on soit proches, d'autres qui en avaient très peur, d'autres qui n'avaient pas d'avis, d'un côté comme de l'autre. Et en résumé, il y avait des alters d'accord et d'autres pas, sans qu'on en ait conscience, et au final, ça n'a donné que de l'incompréhension et on s'est mutuellement blessés. Et ces moments où on s'est fait mal ont laissé des traces et ont augmenté le problème en quelque sorte. Parce que les insécurités et incompréhensions étaient d'autant plus présentes pour certains alters, même si l'envie des autres grandissait, avec toujours cette ambivalence qui prend la tête. On n'a évidemment jamais eu l'intention de faire du mal à l'autre, mais on n'était pas clair et notre relation n'aurait pas pu l'être. Ce n'est évidemment pas pour blâmer qui que ce soit. Quand on ne connaît pas son système ou quand on a encore du mal à communiquer et à se faire confiance, c'est normal que ce genre de choses arrive. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir eu l'occasion et l'espace nécessaire pour développer notre communication autant dedans que dehors. C'est simplement que si on avait su avant qu'on était plusieurs et que chacun et chacune avait ses propres envies, insécurités, besoins et façons de s'exprimer, on se serait sans doute évité pas mal de trucs pas fun. Pour ça, évidemment, il aurait fallu qu'on ait accès à ces infos de base et qu'on n'ait pas peur de communiquer intrasystème parce que c'est invalidé partout comme si c'était mal de parler entre alters alors qu'au contraire, ça aide énormément. D'ailleurs, depuis qu'on a conscience de nos systèmes, on détermine beaucoup mieux d'où vient une incompréhension ou une peur et on peut gérer au mieux. Et puis aujourd'hui, on est capable de discuter ensemble, intrasystème, pour se mettre d'accord sur quelque chose, en tenant compte au maximum des besoins de tout le monde. Et on a pu depuis se donner les clés qu'on n'avait pas à l'époque pour se comprendre et ça a vraiment tout changé, tant dans notre relation que pour tout le reste. Et puis il y a deux choses que la communication intra- et extra-système a grandement améliorées dans nos relations, c'est la jalousie entre alters et la responsabilité du système. Pour reparler de A et de ma relation avec elle avant de connaître les autres, et quand je dis ma, c'est en fait notre parce que c'était les autres aussi dans leur relation avec A, mais bref, j'espère que vous avez compris. Donc, j'avais une forme de jalousie envers A pour plusieurs raisons. Il faut savoir qu'elle a une grande confiance en elle et beaucoup de charisme, et ce n'était pas mon cas, j'ai plutôt tendance à être dans la gentillesse et la conciliation, ce que j'ai longtemps pris pour de la faiblesse. J'avais le sentiment que A était admirée alors que j'étais le boulet qui lui collait aux pieds, qu'on l'aimait plus que moi, des trucs comme ça, paye tes insécurités. Puis, avec le manque de communication qui a vraiment déterminé les difficultés relationnelles de cette période, j'avais souvent l'impression que Cara la préférait à moi. Et ça a toujours été faux. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'était que certains des alters de Cara étaient plus à l'aise avec A et d'autres avec moi, tout simplement. Je ne voyais que ces moments où A semblait meilleur que moi, je voyais le verre à moitié vide. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je vois le verre à moitié plein, parce que j'essaie de le voir tel qu'il est, c'est-à-dire moitié-moitié. A et moi, et le reste du système en fait, on n'avait pas les mêmes forces et faiblesses. Là où elle était badass, j'étais adaptable et les deux ont leur lot d'avantages et d'inconvénients. C'est comme ça pour tout, aucun de nous n'est tout blanc ou tout noir, chaque alter dans notre système a depuis pu trouver sa place et comprendre ses envies et besoins, les trucs pour lesquels c'est facile et ceux pour lesquels c'est difficile. Et on s'adapte à ça parce que c'est ce qui nous convient. En parlant de ce qui nous convient et de ces difficultés parfois avec les affinités entre les alters, on sait que ça peut être un sujet compliqué aussi. On sait qu'il y a des systèmes en couple qui font par exemple des calendriers pour que tout le monde puisse se voir, d'autres en font simplement la demande, d'autres laissent aller, encore une fois, tout est ok, l'important est de vous adapter à vous. De notre côté, on a plutôt tendance à laisser aller tout en sachant que le switch n'est pas toujours fluide, en ce sens que j'ai tendance à faire du front stock et Cara du rapid switching. Par exemple, on se permet de demander à voir une personne de l'autre système si on en ressent l'envie ou le besoin. Et si on peut se permettre de se demander ça mutuellement, c'est grâce à la communication, parce qu'on sait qu'on peut se dire non et que c'est ok. Et parce que ça a permis de comprendre qu'un alter n'est pas meilleur qu'un autre, ça nous a permis d'oser demander sans ressentir de la jalousie et sans avoir peur que l'autre se dise qu'un autre alter était mieux qu'à lui. Et surtout, on sait qu'il y a des alters de chaque système qui communiquent ou gèrent mieux ensemble en fonction des situations. Autant il y a des alters plus à l'aise pour protéger ou pour faire la vaisselle, autant il y en a qui sont plus à l'aise pour communiquer certaines choses d'une certaine façon. Ce dernier point m'amène d'ailleurs à la responsabilité du système. C'est un principe qui nous tient à cœur, on assume ensemble ce que chaque alter fait. Et ça vaut pour les moments où on assume un peu les conneries des autres dans la relation, comme les situations, heureusement assez rares, qui mènent à des prises de tête, parce que la vie est comme elle est, les insécurités ça existe et les erreurs aussi.
Dans notre relation en particulier, même si on essaie d'appliquer ça à tout, on assume consciemment et en communiquant. C'est-à-dire qu'on dit à l'autre des trucs comme « ce n'était pas moi », parce que c'est vrai, mais on ne le dit pas pour se dédouaner d'une erreur. On dit « ce n'était pas moi, mais je sais pourquoi l'autre a fait ça et elle ne parvient pas à l'exprimer, alors je vais essayer pour elle lui », par exemple. C'est pas toujours parfait, mais ça fonctionne plutôt bien. La responsabilité du système, pour nous, c'est pas fait pour excuser un comportement, c'est expliquer et s'excuser pour l'ensemble du système quand on a fait une erreur. C'est s'entraider comme pour tout le reste, et seule la communication et la sincérité nous permettent de pouvoir réagir comme ça. Évidemment, c'est notre façon de faire, il n'y a aucune injonction à faire pareil. Enfin, je pense que vous avez compris l'essentiel, communiquez, faites ce qui vous correspond le mieux en vous adaptant au maximum à tout le monde. Alors quand même si notre communication intrasystème et par extension notre compréhension de l'autre était loin d'être au top, on a toujours senti ce lien qui nous unissait, cette compréhension et entente mutuelle profonde qui a fait qu'on est toujours resté en contact même quand c'était plus tendu et on a toujours pu se parler de tout, d'absolument tout. Y compris d'événements passés difficiles et de nos traumas. D'ailleurs, une autre notion dont on n'avait jamais entendu parler à l'époque, c'est les trigger warnings. Ça semble vraiment étrange maintenant, tant c'est devenu naturel de prévenir du sujet qu'on va aborder s'il est un peu délicat. Mais en 2014, on connaissait ni le mot, ni même le concept. Baliser son contenu, mettre des trigger warnings en ligne et avec des inconnus, je pense que j'ai pas besoin de rappeler en quoi c'est essentiel et énormément de gens l'ont compris. Et c'est vraiment très cool. Merci. Vous rendez mes visites sur Twitter plus agréables. Mais en couple, pour nous, ça l'est tout autant. Mais on a mis bien plus longtemps à l'appliquer parce qu'on n'avait pas conscience de l'impact que ça pouvait avoir et on masquait beaucoup. Ça nous est arrivé de raconter un événement vécu et que l'autre l'oublie. De raconter une nouvelle fois parce que l'autre avait oublié et que l'autre l'oublie. Et ainsi de suite, 3-4 fois, peut-être même plus, je sais plus, j'ai oublié. Et ça ne nous a jamais mis la puce à l'oreille. Merci la mémoire. Évidemment, aujourd'hui, on se connaît beaucoup mieux. Entre alters et entre systèmes. On sait à peu près quels sont nos déclencheurs et les déclencheurs de l'autre. Mais même en se connaissant si bien, on sait que baliser nos propos permet à l'autre de pouvoir dire « Je suis pas capable de t'écouter actuellement »,« Je suis d'accord qu'on en parle, mais évite d'être trop explicite pour le moment »,« Je suis d'accord qu'on en parle, mais à l'écrit uniquement ». Tout comme ça permet de dire « Ok, mais si je ressens le besoin, on fera une pause » ou encore « Vas-y, pas de problème ». Et quelle que soit la réponse, c'est ok. Parce qu'être en couple et écouter sa ou ses partenaires ne rime pas avec ne pas respecter sa propre sensibilité. Il vaut toujours mieux être dans les meilleures conditions de toute façon pour apporter le meilleur soutien et respecter les besoins de tout le monde. Durant cette période-là particulièrement, il nous est arrivé que nos vécus en particulier, quand on parlait de sujets plus durs, résonnent en l'autre, et bien évidemment, il nous est arrivé de ne pas oser le dire. Et de continuer à écouter, même quand ça devenait difficile, comme si avouer que c'était compliqué pour nous était un signe d'irrespect, ou comme si c'était prendre la place de l'autre, ou le temps de parole, ou je sais pas trop en fait. Mais vous pouvez sans doute imaginer cette situation, la personne en face vous raconte un événement, vous vous sentez mal et vous voulez la soutenir, et vous ne voulez pas qu'elle pense que vous vous fichez de ce qu'elle dit, parce que tout à coup vous avez la tête qui tourne et un sentiment de mal-être, pour après tout oublier et ou vous sentir mal. On a mis longtemps à comprendre que ça venait du fait que ça pouvait nous trigger. On se disait juste que c'était triste ou injuste ou terrible, mais pas que ça pouvait nous toucher plus profondément en retour. Alors évidemment, l'empathie peut faire ressentir tout ça. C'est ok d'être triste quand une personne vous raconte un truc triste. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'y réfléchissait même pas, parce qu'on ne savait pas. On n'avait pas conscience de ce qui pouvait nous toucher comme ça ou nous activer. Aujourd'hui, on sait, et on peut dire comment ça nous touche, sans avoir peur de culpabiliser, de prendre la place de l'autre, et on sait pourquoi on se comprend si bien depuis toujours. Et puis, depuis, plutôt que d'oublier, on a appris à appliquer à nous-mêmes les encouragements qu'on donne à l'autre. Par exemple, en termes de déculpabilisation, pour le fait de se pardonner à soi-même, et toutes ces choses qu'on conseille souvent aux autres, mais qu'on n'applique pas à nous-mêmes, on essaye en tout cas. Je pense qu'il est important de signaler que nous n'avons pas de thérapeute, pour 1000 raisons, et c'est un autre sujet. Et donc, il y a aussi ça qui fait qu'on se parle de tout. On ne peut pas vraiment se permettre d'avoir des sujets à aborder avec un ou une thérapeute. Parce qu'on n'y a pas accès, et que sinon, on reste seul avec nos pensées et nos questionnements. Alors, on se parle de tout. Parce que ça nous convient mutuellement, parce qu'on s'écoute, on s'aide à comprendre et à analyser et à chercher des réponses, on s'aide à aller mieux et on se respecte. Ensemble et intrasystème, de chaque côté. Peut-être que si on avait accès à une thérapie, on ferait autrement, je n'en ai aucune idée. Mais là, en tout cas, ça nous convient.
Le seul problème, c'est quand l'autre n'a pas d'idée de réponse ou n'a pas non plus accès aux infos dont on aurait besoin, mais ça, on n'y peut rien. Et on se soutient du mieux possible, c'est l'important. Puis, même si c'est quelque chose qu'on a toujours appliqué intuitivement, on a conscience que le vécu de chacune est différent et qu'il n'y a pas d'échelle de la souffrance. Du coup, pour résumer, nos clés pour parler de sujets trigger sans juste se réactiver mutuellement, c'est pas de comparaison, pas d'échelle de la souffrance, pas de jugement, pas de remise en question sur la véracité ou les expériences, et baliser ce qu'on va dire le mieux possible. Début 2018, je prends connaissance de 5 autres alters. Nous pensons être 7 et que des meufs, mais les questions de genre, c'est après, mais ça arrive. Après une période de prise de conscience compliquée, stressante, avec beaucoup de blurring et de perte de temps, notre communication s'est beaucoup améliorée et nous n'avons généralement plus peur les unes des autres. Cara a appris à nous connaître au fur et à mesure, en même temps que nous nous sommes découvertes d'ailleurs. Entre 2018 et 2014, on s'est éloigné et rapproché plusieurs fois, on s'est mal comprises parce qu'on se comprenait mal personnellement, et on a mal communiqué bien plus d'une fois. Mais toujours, on a gardé ce lien qu'on avait avec personne d'autre, et plus d'une fois, Cara a communiqué et fait confiance à des alters de qui moi j'avais peur, et a aidé mon système à établir une relation de confiance qui a permis qu'on avance et qu'on communique aussi intra-système. Ce qui a été décisif pour nous en 2018 est que nous étions plus à être amoureux les uns et les unes des autres. C'est ce qu'on a compris après, c'est que ça a pris un temps différent pour chaque alter de chaque système, même si Cara n'avait pas encore conscience de sa multiplicité. Ça s'est fait au fur et à mesure et courant 2018, notre relation est devenue plus stable et plus confiante. Depuis, nous sommes tous en couple avec Cara, enfin tous les alters dont l'âge est en adéquation avec ça. Évidemment, ce n'est en aucun cas la seule solution et la seule vision du couple entre personnes multiples, c'est juste celle qui nous convient à tous. Comme Epsi disait, ça a été le tournant de notre relation, et à partir de là, nous nous sommes plus séparés. Mais malgré tout, on a quand même fait face à une multitude de nouveaux enjeux, dont le premier est la prise de conscience de mon propre système. Waouh, quel plot twist! J'étais en couple avec un système que je connaissais depuis plusieurs années, j'étais dans tous les groupes Facebook sur la multiplicité, je connaissais des trucs et j'étais persuadée d'être singlette. Le sujet de cette vidéo n'est pas la prise de conscience, mais je vous le résume vite fait parce que c'est quand même important pour comprendre d'où on vient et parce que ça a amené son lot de situations compliquées ou cocasses. Je vais commencer par redire 3 trucs obvious parce que c'est jamais trop. 1. Les prises de conscience, ça peut être laborieux. 2. Tous les systèmes sont différents et la multiplicité peut s'exprimer d'une multitude de façons. Et 3. La légitimité, c'est compliqué. Surtout que j'ai pris conscience de tout ça quand j'étais déjà adulte et je pensais que ce n'était pas possible de ne pas s'en rendre compte parce que je me basais sur le vécu des psys en premier lieu et qu'elles ne s'étaient jamais posé cette question évidemment. Et en plus de la prise de conscience en elle-même, qui a quand même déjà été chamboulante, il faut le dire, ce qui a été long et difficile, c'était cette sorte de comparaison qu'il y avait entre nous. Même si on avait compris dans les grandes lignes que se comparer n'était pas pertinent dans aucune sphère de la vie, c'était quand même tentant et amplifié par le manque de représentation de système. Alors ça n'a jamais été une comparaison de gravité, ou de souffrance, ou de choses comme ça. C'était vraiment une comparaison qui venait juste taquiner la légitimité. Attention, moment doute et illégitimité. Pour illustrer, il y a eu une période où toute similitude entre mon système et le sien me faisait penser que j'avais juste copié pour me rendre intéressante. Et à côté de ça, tout moment où j'étais seule à vivre une chose me faisait penser que ça pouvait pas être ça parce qu'elle n'avait pas la même chose et que donc je m'étais trompée. Aucune issue dans cette histoire. Pour ma légitimité aussi, ça a été compliqué par moments, même si je n'ai rien dit sur le moment parce que je ne voulais pas qu'il y ait le doute encore plus. Quand Yael me posait des questions pour savoir si quelque chose qu'elle vivait était cohérent avec la multiplicité, je répondais oui sans laisser paraître la moindre hésitation, même quand je n'étais pas tout à fait sûre, tout en me disant que j'espérais vraiment que ce soit le cas parce que moi aussi je vivais quelque chose de similaire. Et en allant parfois vérifier dans l'alternation si d'autres personnes étaient concernées juste pour me rassurer. Même si se comparer ne sert à rien, ça reste tentant et difficile parfois de faire autrement. Un truc qui m'a aidé à ce moment-là, c'était de parler de subtilités que je vivais dont Epsi ne m'avait jamais parlé, comme la façon d'entendre ses alters dans la tête, ou le fait qu'elles avaient une sorte de position, bref, des petits trucs dont Yael ne m'avait jamais spécialement parlé et que je n'avais jamais lu, qui pouvaient me rassurer sur le fait que ça venait effectivement que de moi. Et puis, depuis, je sais que ces doutes viennent de plein de facteurs, comme le besoin de se cacher, les idées reçues sur le nombre de personnes multiples, et plein d'autres choses de ce genre. En fait, c'était surtout de temps dont j'avais besoin. Parce que ça prend tout simplement du temps pour que tous les alters prennent plus ou moins conscience de leur existence et appréhendent cette nouvelle pas si nouvelle.
La prise de conscience de mon système a vraiment apporté un nouvel angle à ce qu'on vivait et a expliqué tellement de choses, d'un point de vue personnel évidemment, mais aussi dans notre relation. Nous avons la chance de ne jamais avoir eu peur de communiquer intrasystème parce que nous étions dans un environnement propice, bienveillant et parce que nous étions conscients de ce qu'est la multiplicité. Et parce que la communication entre alters avait aidé le système des psys. Et de la même façon, Epsi et son système ont vraiment bien accueilli tout le monde chez nous. On a pu ressentir le droit d'exister directement, sans avoir peur, et donc on a pu se montrer, apprendre à se connaître et à se comprendre directement, sans passer par ces étapes de peur d'en parler avec une autre personne ou que ce soit pas accepté. On a d'ailleurs évolué très vite et bon, ça a pu être une source de stress et d'illégitimité. Parce que c'était pas normal que ça aille si bien si vite. Parce que d'autres systèmes sur internet ont mis X temps à communiquer de façon fluide en pensée et moi pas et blablabla, blablabla, blablabla. Mais c'était pas vrai. Il y a tellement de facteurs différents, de personnes différentes, de vécus différents, de et si. Notre système a eu la chance d'avoir déjà des ressources, des clés, des exemples, des réflexions, une acceptation et de la bienveillance pour se sentir en sécurité. Et c'est tout ça qui fait que ça a été plus vite bien pour nous que pour d'autres. Et même que pour Epsi d'ailleurs. Tous les systèmes sont différents, une fois de plus, quel que soit votre vécu, vous êtes légitime, ni en avance ni en retard, il n'y a pas de ligne d'arrivée identique pour tout le monde en fait. Même si ce qu'on paraît commun, essayez de vous rappeler de ça. Votre expérience est légitime autant que celle des autres systèmes. On pense vraiment que c'est mieux d'éviter de se comparer dans le but de savoir si on est légitime ou pas, parce que légitime, on l'est en fait. Et d'essayer plutôt de faire des choses qui nous font du bien, comme par exemple chercher la compréhension mutuelle que les autres personnes multiples peuvent s'apporter, s'entourer d'autres systèmes bienveillants et rassurants, c'est vraiment essentiel selon nous. Et je pense que si mon système s'est révélé à ce moment-là, c'est aussi grâce à ça. Parce que malgré les quelques informations que j'avais, j'étais avant ça dans un environnement singlet valide centré et pas assez safe, ne serait-ce que pour prendre le temps de penser à y réfléchir. En parlant de normativité, un autre grand questionnement de cette période, c'est l'orientation romantique et sexuelle, et puis l'identité de genre. Pour l'anecdote, j'ai longtemps pensé être lesbienne jusqu'à ce que là aussi je prenne conscience que ce n'était pas le cas, notamment parce que l'un des premiers alters de Kara à se manifester était un homme. Alors ça ne m'a pas fait le même effet que la prise de conscience de la multiplicité, mais quand même je me suis posé des questions sur mon orientation, du fait d'être amoureuse et attirée par un homme depuis un certain temps déjà. Étais-je vraiment lesbienne ? Spoiler alert, non, même si cette étiquette m'avait définie pendant longtemps. Dans nos systèmes, nous avons tous une orientation romantique et sexuelle, et nous y apportons tous une importance différente. Certains et certaines sont aussi sur le spectre de l'aromantisme ou de la sexualité. Le terme qui définit collectivement notre orientation aujourd'hui, c'est queer. Après de longues discussions, c'est l'étiquette qui nous convient le mieux, et elle nous convient parce que nous avons pris le temps d'en discuter et d'écouter l'avis de tous. Certains et certaines alters plus impactés par l'hétérocis-normativité ont eu besoin de temps pour identifier, accepter et se sentir à l'aise dans une étiquette commune, et c'est ok. On a pris le temps, on n'a brusqué personne, on a écouté l'avis et les envies de tous. C'est en ça que c'est une bonne étiquette, parce qu'elle est bonne pour nous, en aucun cas parce que c'est la meilleure. Avec les réflexions sur l'orientation, il y a aussi des questionnements sur le genre. J'ai cru à un moment que j'étais cis, même si très androgyne, et qu'il n'y avait que des femmes dans mon système, jusqu'à ce que mes alters masculins se révèlent. Je suppose que jusque-là, il y avait comme un blocage à leur existence qui a pu se libérer au fil des mois, en assimilant des trucs et en libérant d'autres choses. Aujourd'hui, on sait qu'on a tous un genre différent et on se définit collectivement comme non-binaire, parce qu'on se sent bien sous ce terme, tout comme pour l'étiquette queer. Je tiens à préciser d'ailleurs qu'il n'est pas absolument nécessaire de définir une orientation collective ou un genre collectif. Pour nous, c'était plus facile et confortable, mais c'est en aucun cas une obligation. Bref, ce sont des réflexions qu'on a eues et qui se ressemblent un peu, avec des questionnements différents simplement. Mais le genre n'a pas eu beaucoup d'impact sur notre relation. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à écouter la super session Être transgenre et plural de cette conférence si ce n'est pas déjà fait. Après s'être questionné sur l'orientation sexuelle, après qu'on ait vraiment commencé à mieux se connaître en nous-mêmes en fait, c'est assez logiquement qu'on s'est questionné sur nos sexualités. On va parler de ce sujet jusqu'au timecode affiché à l'écran. N'hésitez pas à passer cette partie si c'est inconfortable pour vous. Je vais écrire les trigger warnings précis de cette partie pour que vous puissiez savoir si vous voulez écouter ou pas. Et je vous laisserai encore un peu de temps pour vous diriger vers le timecode noté si besoin. Si vous ne voulez rien entendre à ce propos, rendez-vous ici. Et voici ce qui va être mentionné.
Au fur et à mesure des années et en fonction des haltères, il y a eu plusieurs difficultés, plusieurs évolutions et il y a des trucs toujours en cours. C'est le seul sujet pour lequel vous vous doutez bien on ne va pas illustrer d'abord par notre expérience. On va se contenter de dire ce qu'on a appris et ce qu'on a mis en place. Comme toujours, la communication est essentielle. Parlez-en en amont entre tous les concernés. Dans un premier temps, en intrasystème. Trouvez des compromis ensemble de ce qui est confortable pour vous tous ou pas. D'abord simplement entre guillemets, à qui dans l'absolu peut utiliser le corps pour ça. Nous organisons la vie en partageant les tâches et en laissant celui qui souhaite faire quelque chose le faire s'il n'y a pas de contre-indication à ça. Eh bien, on fait exactement la même chose pour ce sujet, mais ce n'est en aucun cas le seul moyen de faire, mais ça demande à être discuté en tout cas. Parlez de vos identités de genre et expressions de genre vis-à-vis de celles du corps, y compris dans ces moments-là, de vos orientations sexuelles vis-à-vis du genre de vos partenaires. Et en n'excluant pas les haltères asexuels et aromantiques s'il y en a dans le système. En discutant avec eux aussi pour voir quelles sont les possibilités pour vous tous. Même si ça peut paraître compliqué ou pas utile, on pense que c'est vraiment bénéfique de réfléchir à son propre rapport au corps, personnel et collectif en tant que système. Et ensuite, dans un second temps, ensemble, en couple, à l'extérieur du système, quoi. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire un espèce de plan de sexe, comme un plan de crise, mais uniquement pour ça, quoi. En réfléchissant et en énumérant tout ce qui est confortable pour qui, dans quelle situation, et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout, et quand. Éventuellement, parler des choses qui ne sont pas OK avec le corps en général, et demander au partenaire de refuser, même si un ou une haltère propose, parce que ce n'est pas collectivement confortable. Parler du consentement, il est possible que ce ne soit pas le même haltère qui initie l'action que celui qui la termine. Ça nous semble encore plus important que dans n'importe quelle autre relation de s'assurer du consentement éclairé à toutes les étapes du moment. C'est ok de changer d'avis évidemment, et si dire non est compliqué, c'est parfois plus facile d'inviter l'autre, par exemple en ayant déterminé que l'autre ne fait aucune action sans y avoir été invité. Et parler des switches aussi, et de à quel signe l'AE partenaire doit faire attention. Qu'est-ce qui se passe en cas de switch de tel ou tel haltère? Ça arrive de switcher, et c'est ok. C'est en ça que c'est important d'en parler avant pour préparer au maximum toutes les éventualités, pour éviter au maximum les chances d'être surprise et de ne pas savoir comment agir. Ça n'empêche évidemment pas d'aviser et d'adapter dans l'instant, mais ce n'est pas toujours possible d'avoir l'avis de tout le système sur le moment. Quel que soit à quel point le plan est bien établi et les discussions ont été abordées, il est possible qu'il y ait des ratés, des incompréhensions, des moments moins faciles, et c'est ok. C'est un sujet qui peut vraiment être compliqué et culpabilisant, mais on pense que le plus important, c'est de prendre le temps et de rester à l'écoute de soi et de son partenaire. Puis c'est parfois utile de se rappeler que ce n'est pas à la société de déterminer ce qui est admis ou pas, comment ou à quelle fréquence vous devriez faire quoi que ce soit. La société est culpabilisante pour tout, et ce sujet n'échappe pas du tout à la règle. Il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'amour et la sexualité. Aujourd'hui, on est en 2021, Cara et moi avons respectivement 28 et 30 ans, et on est vraiment bien ensemble, c'est toujours vrai. Et on va parler de ce qu'on met en place dans notre quotidien en tant que deux systèmes en couple. On va le redire encore une petite fois parce que vraiment c'est jamais trop, la communication c'est essentiel. Dans toute relation, surtout en couple, et encore plus en couple de multiples. Elle nous a permis de mieux nous comprendre intrasystème et mutuellement. Au quotidien, c'est la clé de notre relation. Déjà simplement parce qu'on se comprend très bien et qu'on se permet mutuellement de mieux appréhender le monde et toutes ses subtilités ensemble, en partageant nos réflexions, mais ça c'est propre à ce qui fait qu'on s'aime. Mais aussi surtout parce qu'on a toujours des difficultés relationnelles, des insécurités qui ne dépendent ni de nous ni de notre couple, mais de notre lointain passé, et qui peuvent encore aujourd'hui causer quelques couacs si on n'y fait pas attention. Alors on essaye vraiment, quand il y a un problème notamment, de chercher d'où il vient, de quel haltère quand c'est le cas, de quel événement, s'il y a eu un trigger même imperceptible. On cherche quel lien on peut faire entre le présent et le passé pour se rassurer mutuellement et intérieurement plus efficacement. En parlant de se rassurer, on n'est pas tous rassurés de la même façon, et là aussi c'est en communiquant qu'on a compris ça. Il y a par exemple des haltères qui sont sécurisés par le contact, d'autres par les paroles douces, d'autres par les réflexions rationnelles, et dans l'autre sens, il y a des haltères plus ou moins doués pour rassurer l'autre de telle ou telle façon. Puis aussi, dans le même ordre d'idées, on communique différemment en fonction des moments et des haltères concernés. Souvent, on parle simplement oralement, mais on a des haltères plus à l'aise à l'écrit, notamment pour parler des insécurités. Et on a aussi des haltères qui ne parlent pas ou qui deviennent non-verbaux, et quand il faut, on communique par des gestes.
Et puis pour les moments où la communication n'est pas vraiment possible, on s'assure simplement d'être sécurisé autant que possible et d'avoir ce dont on a besoin le temps que ce soit de nouveau possible, souvent après juste un petit temps au calme. On essaye aussi de communiquer avec les haltères quand elles ne frondent pas ou quand ce sont des haltères qui ne frondent pas souvent. Ça nous arrive aussi d'avoir besoin de parler à un ou une haltère spécifique de l'autre système. Il arrive par exemple que j'ai besoin de parler avec le protecteur de Cara ou qu'une haltère de Cara ait besoin de parler avec A, mais que la vie, les obligations ou le stress fassent que ce ne soit pas possible tout de suite. Et bien toujours dans l'optique de faire au mieux, on communique avec les haltères qui ne frondent pas à l'écrit en envoyant un message sur un compte Facebook précis ou en se laissant des notes dans Simply Plural ou via des messages vocaux. Ça permet de patienter tout en s'exprimant quand même et qu'ensuite l'haltère en question puisse recevoir le message. Alors évidemment, on communique aussi comme ça pour d'autres raisons et il arrive souvent qu'on demande à l'haltère en train de fronter de faire passer le message à l'intérieur de son système et de transmettre la réponse tout simplement. Une petite anecdote là-dessus, ça nous est arrivé que la réponse passe un peu de travers parce que les façons de parler ou les subtilités n'étaient pas passées correctement, parce que tous les haltères n'ont pas les mêmes filtres. N'hésitez pas à repréciser ou à attendre que l'haltère concerné puisse répondre de sa propre voix si ça vous arrive. En passant, c'est en revanche parfois assez drôle d'avoir les mots d'un ou une haltère dans la bouche d'un ou une autre, surtout quand leurs caractères sont très différents. Mais bref, revenons au sujet. Quand il y a des problèmes, quels qu'ils soient, pas forcément entre nous, on essaye toujours de régler ça comme on peut. De la même façon que pour les insécurités relationnelles, on essaye dans un premier temps de comprendre ce qu'il se passe, de qui ou de quoi ça vient, et on trouve une solution la plus adaptée possible à tout le monde. Il nous arrive aussi de régler certains conflits entre nous en passant par des haltères intermédiaires qui sont plus adaptés pour communiquer dans cette situation ou qui ont un regard plus extérieur et peuvent amener plus de réflexion quand c'est nécessaire évidemment. Ça ne peut pas convenir à tous, mais ici, pour nous, ça fonctionne assez bien. Il nous arrive aussi, de la même façon et depuis longtemps, d'aider l'autre à régler des soucis intrasystèmes en servant d'intermédiaire. Alors pour autant, on partage énormément et on s'entraide entre nous, entre haltères de chaque système et ainsi de suite, mais on s'aménage aussi du temps pour soi. Et par pour soi, on entend aussi pour son système, c'est-à-dire que chaque haltère qui en ressent l'envie ou le besoin a le droit et l'espace pour faire des choses qui lui plaisent ou prendre soin de lui, évidemment. Mais ça veut dire aussi qu'on prend du temps pour s'occuper de notre système respectif, pour parler, pour voir si tout le monde va bien, pour voir s'il y a des nouvelles eaux. Ça nous arrive de se mettre chaque système de son côté à juste passer du temps à l'intérieur alors que nos corps sont côte à côte ou qu'un système le fasse tandis que l'autre joue à un jeu ou autre chose. Comme on est beaucoup et que la vie peut parfois nous aspirer, ça nous semble aussi important de penser à partager du temps ensemble entre nous qu'entre haltères intrasystèmes. On essaye vraiment que chacun et chacune ait la place, le temps et l'espace qui lui convient, sans chercher à contrôler ou imposer. Parfois ça demande des compromis et des adaptations, c'est une vie en double communauté après tout. D'un point de vue pratique pour ce qui est du quotidien à la maison, on en a vaguement parlé à plusieurs reprises dans cette session, mais je vais essayer d'illustrer. On essaye d'organiser la vie en fonction de qui est capable de faire quoi et quand, j'explique. Il y a des haltères plus à l'aise avec les tâches ménagères qui se détendent en passant le balai, il y en a qui sont plus à l'aise en création pour le blog, il y en a qui sont meilleurs pour détendre le corps en faisant un truc cool, il y en a qui n'ont jamais besoin de fronter et d'autres oui, on s'adapte à tout ça, aux envies et aux possibilités de tout le monde. On s'organise avec des applications, notes et agenda quand c'est nécessaire, pour ne pas oublier les choses importantes ou urgentes par exemple. On essaye aussi vraiment d'avoir des objectifs communs, adaptés et adaptables, plutôt que juste des règles strictes. Ça aide aussi à ce que tout le monde se sente à l'aise dans ce qu'il y a à faire. Par exemple, on a des douleurs chroniques et c'est plus facile de faire comprendre à tous l'objectif « on prend soin du corps autant que possible », plutôt que d'essayer d'imposer des limites comme pas plus de X temps de ménage ou des choses comme ça. Je suppose que ça fonctionne mieux parce que c'est déculpabilisant et ça invite tout le monde à faire même un petit truc physique sans avoir peur de faire mal au corps, sans avoir le sentiment d'avoir déçu ou trahi les autres, même quand le corps a mal quand même. Bon, alors on va pas se mentir, on peut pas tout gérer. Il y a des moments où la vie est trop compliquée, que ce soit physiquement ou mentalement. Parfois on n'y arrive pas, tout simplement. En général, il y a au moins un système sur les deux qui peut gérer à peu près le temps que l'autre se sente mieux, sans s'épuiser non plus évidemment. Et on rattrape ensemble s'il y a des trucs à rattraper. Mais parfois, on peut pas, ni d'un côté, ni de l'autre. Dans ces cas-là, soit on fait le minimum le temps que ça aille mieux, soit on demande de l'aide à une personne extérieure. C'est ok de demander de l'aide, tout comme c'est ok de pas gérer. L'important est de s'adapter à soi, à ses possibilités et à ses besoins.
Un truc qui nous a pas mal aidé à ce niveau-là, c'est de prévoir au maximum les différentes possibilités en discutant et en faisant des plans pour chaque système et aussi de façon commune. Un plan de crise personnel pour commencer, par exemple en répondant à des questions du type qu'est-ce qui aide qui à gérer quoi? Qu'est-ce qui n'aide jamais? Qu'est-ce qui peut aider uniquement certains ou certaines haltères? Quels sont les objets qui peuvent aider? Une peluche, une couverture lestée, de la musique, une playlist en particulier? Est-ce que c'est ok d'être touché? Est-ce que l'obscurité peut aider ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des médicaments à prendre? Qui contacter comme autre proche si l'autre système ne gère pas? Qui contacter s'il semble y avoir un danger? Que faire? Quid d'aller aux urgences? C'est important de savoir ce qui permet au système de se sentir en sécurité, de savoir ce qui est le plus adapté pour chaque altère aussi, et de savoir ce qui est gérable pour soi, et inversement dans l'autre sens évidemment. Et d'avoir aussi un plan commun pour quand la vie est compliquée pour tous. Mention de nourriture, par exemple en préparant des plats tout prêts, faciles à réchauffer, en ayant une liste de personnes extérieures ressources, et toutes les personnes extérieures ne sont pas capables d'aider pour les mêmes choses. Savoir à qui demander de l'aide, pourquoi, avant d'en avoir besoin, est vraiment le truc qui a changé notre vie. C'est vachement plus compliqué de réfléchir à qui appeler dans telle situation quand on est dedans que d'y avoir réfléchi avant. Avoir une liste des obligations imprimées pour ne rien oublier, comme nourrir les animaux, aller au rendez-vous, boire, manger, dormir, prendre les médocs. Puis c'est bien d'essayer de ne pas trop s'en vouloir non plus. C'est ok d'aller mal, ça ne veut pas dire qu'on est un poids ou qu'on doit s'obliger à aller bien tout le temps, sinon on est un boulet ou qu'on ne mérite pas quelque chose. Ça arrive, ça passe, ça demande juste parfois du temps et ou quelques adaptations. Et c'est ok aussi de masquer, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sincère, parce que le masking reste un mécanisme souvent ancré, et il peut arriver qu'il se manifeste même quand on n'en a pas vraiment besoin, parce qu'on est entre nous. C'est juste une parenthèse, mais n'oubliez pas de vous adapter à vous et à vos possibilités en privilégiant votre sécurité aussi. Pour nous, tout ça fonctionne très bien parce qu'on sait qu'on peut vraiment se faire confiance, mais si vous n'êtes pas sûr, prenez le temps, ne brusquez pas, ne donnez pas des infos sans le consentement du reste du système, bref, prenez soin de vous. Alors on s'entend tous vraiment bien et on tient tous les uns et les unes aux autres, que ce soit intrasystème ou ensemble, mais évidemment il y a quand même des duos qui matchent moins bien que d'autres, des alters qui s'entendent un peu plus difficilement et qui communiquent pas toujours de façon adaptée entre elles. Ça a aussi été plus ou moins long en fonction de chaque alter pour que la confiance puisse s'installer. L'essentiel est de toujours essayer d'adapter au maximum les choses à tout le monde et de laisser du temps quand c'est nécessaire. Il y a des systèmes et des relations où malgré tous les efforts, il peut arriver qu'il y ait des alters qui restent un peu plus distants ou en conflit. C'est ok, les rapports relationnels peuvent être vraiment compliqués parfois. Puis à côté de ça, il y a aussi des duos qui matchent beaucoup trop bien. Je pense par exemple à nos Little qui pourraient passer leur journée à regarder la télé ensemble alors que les obligations de la vie sont laissées de côté. Pour ça, je dirais que le mieux est d'établir certaines choses importantes à respecter, des choses qui s'adaptent à vos besoins une nouvelle fois. Si c'est bien établi, expliqué et compris, c'est souvent plus facile à respecter. Et des fois, ça ne fonctionne pas. Et ça arrive, encore une fois. Il faut parfois laisser aller plutôt que de perdre de l'énergie à lutter, culpabiliser ou imposer des choses quand vraiment ce n'est pas possible. Enfin, parce qu'un système n'est pas l'autre et que par extension, une relation entre plusieurs systèmes n'est pas l'autre non plus, on a posé des questions à quelques autres systèmes en relation de couple avec d'autres systèmes. On leur a demandé leurs meilleurs conseils, leurs plus grandes difficultés et ce qu'elles feraient autrement avec le recul. Voici ce qu'elles nous ont répondu. On a d'abord le témoignage du système Chudak, qui est un système dont les alters sont en relation de couple avec des alters de 3 autres systèmes. Leurs meilleurs conseils: communiquer, surtout quand on a énormément de couples. Avec un système où on a 20 couples en commun, il faut communiquer énormément. Leur plus grande difficulté: réussir à satisfaire tout le monde au niveau du temps passé ensemble. Il y a des couples qui ont besoin de beaucoup se voir et d'autres non. Et s'il y avait quelque chose à refaire, pas vraiment, je vois pas trop de trucs qu'on aurait pu changer dès le début. Ensuite, le témoignage d'un système qui a préféré rester anonyme, dont une partie des alters est en relation de couple avec une partie des alters d'un autre système. Leur meilleur conseil: la communication et l'écoute, savoir poser des mots sur nos ressentis respectifs et écouter soi-même et surtout l'autre système avec qui on est en relation. Notre grande difficulté, c'est de se souvenir avec quel alter de l'autre système avec qui nous sommes en relation et avec quel alter nous ne sommes pas en relation. Au début, on croyait qu'on sortait avec tout le système et en fait, pas vraiment. Notre tip, ça a été d'écouter les alters du système avec qui nous sommes en relation et de demander à chacun des alters si elles sont ok pour un câlin, un bisou ou toute autre chose. On tâte un peu le terrain pour savoir qui est en couple avec les alters de notre système ou pas. Encore une fois, l'écoute et la communication sont la clé de tout. Et s'il y avait quelque chose à refaire:
Pour le moment, on referait la même chose que ce qu'on a fait au début. On apprend de nos erreurs et on construit notre relation avec ce qu'on apprend de ses erreurs et de ses échecs. Mais aujourd'hui, la relation qu'on a avec le système avec qui nous sommes en relation se passe très très bien, donc on n'a pas trouvé de soucis particuliers. Le seul conseil que je donnerais, c'est l'écoute et la communication avec les alters du système avec qui nous sommes en relation et les nôtres. Puis le témoignage de System Blue, dont principalement l'alter Inaniel est en relation de couple avec quelques alters de 2 autres systèmes. System Blue nous dit d'ailleurs que leurs alters respectifs ne se connaissent pas tous. De plus, pour elle, une relation doit être basée sur une complicité avec les personnes, en ajoutant que leur orientation romantique et sexuelle varie d'un alter à l'autre. Leur meilleur conseil: discuter des attentes et besoins respectifs. Communiquer, communiquer, communiquer. Comprendre que son fonctionnement n'est pas le fonctionnement des autres. La plus grande difficulté pour Inaniel a été lors des périodes où ses partenaires ne frontaient pas et du coup Yel n'avait pas de contact. On en a parlé et on a convenu que telle ou telle personne vienne au front au moins un peu, si possible, quand on est ensemble IPL. Et s'il y avait quelque chose à refaire, si c'était à refaire, on essaierait de communiquer nos attentes et besoins plus vite et mieux. Et enfin, le témoignage de Système Freezone et de Système Calypso, 2 systèmes dont tous les alters sont en relation ensemble. Leur meilleur conseil: la communication, toujours, et surtout, toujours essayer d'améliorer la dite communication. Parce que parfois, on pense qu'on communique bien, mais en fait, ça peut être amélioré. Et ne pas se limiter à un seul moyen de communication, pas forcément communiquer à l'oral, mais aussi à l'écrit ou par tout autre moyen. Leur plus grande difficulté: ne pas réussir à se tenir au courant de ce qu'il se passait dans l'autre système, ce qui a entraîné l'isolement de certains alters. C'était pas facile de faire en sorte que tout le monde se sente inclus. Et s'il y avait quelque chose à refaire, ce qu'on changerait, c'est la manière dont les autres se sont sentis obligés d'être les intermédiaires des interactions entre nous tous, alors que c'était pas forcément nécessaire. On aurait dû instaurer directement des outils d'indépendance. On est 2 systèmes avec plusieurs couples entre les deux, mais seulement 2 corps. Et en termes d'outils d'indépendance, on a Simply Plural qui nous a été super utile pour que tout le monde connaisse le système en face et sache qui est là quand. Et certains alters ont des comptes Twitter privés pour interagir avec leur moitié et leurs amis dans l'autre système sans forcément passer par les autres. Et parfois, on organise des moments de rencontre entre des alters au hasard pour que des alters qui ne se seraient pas rencontrés normalement puissent échanger. Voilà, merci à ces systèmes pour leurs réponses. Encore une fois, il n'y a aucune façon universelle de relationner et ces témoignages nous le montrent bien. Voilà, cette session touche à sa fin. C'était très axé sur être un système en couple avec un autre système, mais on pense que c'est en partie applicable à tout type de relation. On a vraiment essayé de développer les clés de notre relation, qui sont selon nous, pour résumer, garder une trace, communiquer autant intrasystème qu'extrasystème, en faisant attention aux trigger warnings, sans se comparer, et en prévoyant en amont pour gérer les situations plus compliquées. Il y aurait certainement bien d'autres choses à dire, notamment des trucs plus spécifiques à chaque alter, chaque relation, chaque système. Mais on pense vraiment que l'essentiel, c'est vraiment d'essayer de s'adapter autant que possible aux besoins et possibilités de chacun et chacune. Et puis surtout, on pense qu'il faut aussi se laisser du temps et se laisser le droit de ne pas y arriver parfaitement. L'important, c'est d'essayer de faire de son mieux et d'être sincère autant que possible. On espère vraiment que ça vous a plu. Merci à tous d'être restés jusqu'ici et à bientôt!